Merci à tous d'être si nombreux et d'être venus présents ce matin pour recevoir David Gurley. Bonjour David. Bonjour. Je vais peut-être prendre Peut-être ce sera plus simple. plus simple. Je tenais tout d'abord à remercier la médiathèque, avec son directeur qui est ici, Valérie Zenino, de leur accueil, toujours très agréable. Tout est fait pour faciliter donc ces réunions des amis de la Fondation Sophia Antipolis. Donc voilà, c'est toujours un plaisir d'organiser ces événements ici. Et vous êtes bien, on est bien accueillis là, non hein, le café, tout ça, ça allait très bien. Bon, alors on va démarrer. D'abord, Monsieur Gurley, permettez-moi de vous remercier au nom de l'association des amis de la Fondation d'avoir accepté cette invitation. Puis alors de suite, hein, vous n'avez pas mis longtemps, vous avez accepté. C'était vraiment très, très, très bien pour nous. C'est un honneur pour moi, pour nous, de vous recevoir dans ce dernier petit déjeuner de l'année. Donc, ces conférences matinée Esprit Laffitte. Alors, vous avez intitulé cette conférence « La vie trépidante et incertaine d'un entrepreneur ». Avant de revenir sur votre parcours exceptionnel, mais je crois que vous allez nous raconter, avez-vous toujours souhaité être un entrepreneur? D'abord, qu'est-ce que c'est qu'un entrepreneur? Alors, je savais. D'abord, bonjour à tous. Merci d'être venus. On va essayer de faire ça le plus interactif possible. Je pense que c'est un dialogue plus qu'une histoire à raconter. Donc, n'hésitez surtout pas, quand vous avez des questions, d'intervenir. Et merci encore de m'avoir aujourd'hui. C'est l'honneur et le mien. Alors, je savais que vous alliez me poser cette question. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un entrepreneur? Alors, j'ai beaucoup réfléchi. Je vais commencer par Star Trek. Vous connaissez Star Trek? Pour ceux qui ne connaissent pas, c'était une série américaine télévisée que j'ai grandi avec. Et je ne sais pas, vous vous rappelez le nom de vaisseau spatial qu'ils avaient? Comment ça s'appelait? USS Enterprise, hein? Exactement. Alors, vous savez, soit au début, soit à la fin du dialogue, je ne me rappelle plus, il y a toujours le Captain's Log dans cette série, et il parle toujours de cette espèce d'aventure de l'au-delà et découverte, etc. Il y avait cet esprit de... Enfin, il y avait cette curiosité insatiable et le désir de découvrir de nouveaux mondes et de s'enrichir avec. Et pour moi, je pense que c'est ça l'entreprendre. Entreprendre, c'est de se rendre vulnérable parce qu'on va aller chercher la frontière de ce qu'on ne sait pas, mais qu'on imagine, qu'on rêve, et qu'on n'a pas nécessairement, enfin, on n'a surtout pas les expériences ou les connaissances nécessaires, mais qu'on va tester notre caractère, notre personne vis-à-vis des obstacles qu'on va rencontrer. Et c'est une découverte de soi, plus qu'autre chose. Et c'est une découverte qui a beaucoup de bas et très peu de hauts. Mais c'est une aventure qui est disponible pour chacun de nous. On n'a pas besoin d'être Shackleton et aller en Antarctique ou faire le tour du monde en bateau. On peut entreprendre, chacun à notre façon. Et découvrir nos limites et les dépasser et d'en être fier et d'apprendre des choses. Donc, pour moi, le verbe entreprendre représente ce dépassement en soi vis-à-vis des limites et de grandir. Je pense qu'il y a déjà beaucoup d'entrepreneurs dans la salle, donc ils vont se retrouver dans cette description. Alors, si on redémarre depuis votre enfance, c'est déjà une fiction. C'est absolument incroyable. C'est complètement rocambolesque. Vous êtes le fils d'un diplomate français et d'une journaliste de la BBC ayant œuvré dans le contre-espionnage britannique. C'est bien vrai? Oui. Quand on lit ça, on se dit non, vous l'avez inventé. Oui, c'est surtout quand... voilà, bon, alors, mes parents ils se sont rencontrés au Liban. On a parlé du Liban juste avant. Avant, c'était une havre de paix. Hein, c'était la Suisse de Moyen-Orient. Et mon père était un diplomate. Ma mère était aussi, en fait, une diplomate cachée. Et donc, je suis né en Turquie, puis j'ai grandi au Liban, ensuite en Syrie, ensuite retourné en Turquie jusqu'à ce que mes parents prennent leur retraite. On est revenu dans la maison familiale à Cannes, qu'on avait depuis mes grands-parents. Vous aviez 13 ans, c'est ça? Ouais, j'avais 14 ans. Ouais, 14 ans, presque.
J'ai des origines italiennes, a priori, parce que mes grands-parents du côté de mon père sont italiens et bon, du côté de ma mère sont Welsh, donc du côté l'ouest d'Angleterre. Et mais ma mère est décédée d'abord, suite à une longue maladie. Un an après, mon père est décédé. Et un jour, je reçois une enveloppe anonyme, juste adressée à mon nom, et, avec des timbres britanniques. Curieux, j'ouvre et je vois une coupure de presse de Times. C'est un des journaux britanniques, dans lequel il y a l'obituaire de ma mère. Donc quelqu'un a pris la peine d'écrire l'obituaire de ma mère. Et je lis, et bon, c'est bien la personne, c'est bien ma mère, et on raconte son histoire, et bam, je tombe sur un paragraphe qui explique le rôle de ma mère en tant qu'espionne, enfin le chef de l'espionnage de MI6 dans le Moyen-Orient. Ça doit étonner, hein. Je pensais à un canular plutôt. Donc mon père n'est plus là, donc je ne peux pas confronter cette hypothèse, on va dire, avec lui. J'ai ni tante ni oncle non plus. Donc je me trouve dans une situation où je lis tout ça, tout ce qu'elle a fait, etc. Et puis vous imaginez, je veux dire, vous avez vécu avec quelqu'un, imaginez votre mari qui vient vous dévoiler. Mon amour, je suis désolé, mais tu sais, la DGSE... Oui, ça fait drôle. Ça fait drôle. Oui. Est-ce que c'est pour ça que le cryptage, ça vous a, la sécurité, ça vous a titillé? Ça vient, non, ça vient pas de là, mais on parlera des rêves. Donc oui, enfin, j'ai eu une enfance, j'ai eu vraiment une chance incroyable, parce que j'ai grandi dans la rue. Les enfants en France grandissaient à l'école, moi j'ai grandi dans la rue, j'étais... un irréductible. Souvent, les amis de mes parents m'appelaient un petit voyou parce que je restais dans la rue, je grandissais dans la rue, j'étais avec le copain de rue. Et pourquoi vous aimiez cette... J'aimais en fait le défi, parce qu'il y avait toujours, entre copains, quand on était à l'époque, on se défiait toujours. Tu peux pas sauter là, tu peux pas courir plus vite que moi, tu peux pas m'attraper. Tu peux pas lancer les cailloux le plus loin, tu peux pas atteindre cet objectif. Il y avait cette espèce de défi constant, cette compétition qui était là, et je pense qu'on dit aujourd'hui, ça me kiffait. Donc, l'école, ça m'ennuyait à mourir. Moi, j'allais à l'école parce qu'il fallait y aller, mais les devoirs, etc. Bon, j'étais un cancre, donc c'était pas du tout mon point fort. Vous devriez aller dans les écoles pour leur expliquer ça. On peut réussir en étant... Non, les profs vont me détester, les parents vont me détester. Ils vont dire, c'est quoi ce farfelu qui recommande autre chose. Mais quel rêve aviez-vous à cette époque-là? Pardon? Quel rêve aviez-vous, 14, 15 ans, vous êtes à Cannes? J'avais le rêve de devenir pilote. Pilote? Ouais. C'était, donc, on est rentré en France. C'était une entrée très difficile pour moi. Pour deux raisons. Première raison, c'est parce que j'étais un étranger parmi les Français. Parce qu'en fait, je ne me retrouvais pas dans la culture française, je ne me retrouvais pas dans la manière... enfin, à mon âge, je trouvais que les enfants français étaient beaucoup plus naïfs que moi je l'étais, parce que j'avais grandi dans des circonstances quand même assez difficiles. Et pas d'infrastructure, pas d'eau, pas d'électricité. Je prenais une douche, enfin il n'y avait pas de douche, donc on prenait des bains une fois par semaine avec de l'eau bouillie. Donc c'était des choses qui... Est-ce que vous aviez des frères et sœurs? Non. Fils unique? Non, je suis fils unique. Et donc et ce contraste, ça c'est tout de suite visible. Et donc, on m'a tout de suite détesté. Donc j'étais différent et je faisais les choses d'une autre manière. Et je n'écoutais personne. Donc du coup, je n'entrais pas du tout dans les cases, on va dire, des copains français. Donc ça, c'était un premier problème. Un deuxième problème, c'est que je n'avais jamais travaillé intellectuellement. Donc je suis arrivé en quatrième. Je me rappelle très bien de ma première dictée, j'avais 63 fautes. Peut-être 68, enfin, plus que 60, ce qui m'a valu un 0. Bon, un an après, j'ai eu 20, mais j'étais vraiment nul. Et donc ça a été très, très difficile. Je ne sais pas si vous comprenez la difficulté
qu'on a si on ne s'est jamais concentré à travailler sur quelque chose plus de 5 minutes. Et j'avais pas ce muscle. Je crois que vous vous êtes rattrapé après aussi, peut-être. J'étais obligé. Oui. J'étais obligé. C'était une question de survie. Hein. Oui, vraiment. Alors donc, on a compris un peu quel adolescent vous étiez. Alors votre parcours professionnel, vous allez nous évoquer cela. Vous conduit à intégrer France Télécom, l'ESTI, à Sofia d'ailleurs. Vous êtes venu à Sofia? Oui. Racontez-nous ça, puis que vous avez continué encore plus haut, plus grand. Alors, ce qui s'est passé d'abord, je voulais entrer dans l'armée de l'air. Oui. Et j'étais recalé à cause du fait que j'avais une légère myopie à l'époque. Une petite myopie, mais c'était assez pour qu'on me rejette. Donc, pas de carrière militaire. Enfin, pour moi, si je n'étais pas pilote, donc ce n'était pas la peine d'entrer dans le service, enfin, dans, on va dire, l'exercice militaire. Et donc, du coup, je me suis orienté en carrière scientifique. Enfin, j'étais déjà dans le baccalauréat scientifique. Vous êtes devenu bon élève après? Alors, je suis devenu bon élève, oui. J'ai été obligé de devenir bon élève. J'ai eu le bac 2 fois. Une première fois sans mention. Et j'ai décidé de redoubler parce que je me suis dit il fallait quand même que je montre à mes parents que je n'étais pas si nul que ça. Et donc, quand ils m'ont dit alors tu vas aller à quelle université, j'ai dit non, moi je veux faire prépa, mais pour faire prépa, il faut que je redouble mon terminal. Donc, j'ai redoublé le terminal. Mais je repassais le bac. D'accord. Il n'y a rien de banal dans votre histoire, hein, même pas ça. Même pas ça. Même, donc, à lycée Carnot, j'étais à Cannes, les gens me disaient mais qui c'est celui-là qui revient pour faire ce bac? Redoubler avec le bac en poche. Ça c'était. Mais il n'y a pas de pression du coup. D'accord. Il n'y a pas de pression. Donc ça c'était beaucoup plus facile. Vous avez fait prépa donc? Oui, donc je fais prépa et entré dans une école d'ingénieur et télécom. Donc Sofia Antipolis. Je faisais du vélo à Valma, je faisais de cross-country, donc je courais ici, et je me suis dit, c'est formidable, ça serait un jour bien que je travaille un jour ici. Mais j'étais à Paris. Donc comment est-ce que j'allais réconcilier ça? Donc il y avait à l'époque une société qui s'appelait Digital Equipment Corporation, DEC. Ouais, les anciens de DEC, voilà, donc, dont je suis un. Je suis allé voir DEC, littéralement, au début, quand ils ont créé leur nouveau campus. J'ai dit, je voudrais voir le chef de RH. Alors peut-être que vous vous rappelez de moi, parce que j'ai négocié avec DEC ma dernière année d'école pour que je fasse mon dernière année d'école en alternance entre Sofia Antipolis et Paris. Et DEC m'a payé les voyages, aller-retour, pour faire donc mon année d'ingénieur. Le trésorier doit s'en souvenir. Ah oui. À l'époque, c'était Air Inter et ça coûtait très cher. Donc, on n'avait pas EasyJet comme ça. Et donc, j'ai fait ma dernière année en alternance. Donc, 3 jours chez DEC, 2 jours à l'école. Et je me suis dit, je vais travailler ici. Ça, c'est mon futur. Et j'ai réussi à être ensuite embauché. Alors, attendez. Je voulais absolument me faire embaucher chez DEC. C'était mon rêve, ensuite partir aux États-Unis, parce que c'était quand même à l'époque la plus grande société informatique du monde. Et j'étais très heureux dedans. Mais lorsque mon stage s'est terminé, mon manager m'a convoqué et m'a dit, David, écoute, tu es vraiment quelqu'un de très bon, tu as vraiment fait des choses incroyables, je veux absolument t'embaucher, mais je ne peux pas. Je dis, mais pourquoi tu ne veux pas m'embaucher? Parce qu'en fait, tu as fait chier des gens dans l'école, et ils veulent, dans l'équipe, et ils ne veulent pas que je t'embauche. Alors... Il y avait un petit reste de mauvais garçon. Voilà, oui, le mauvais garçon, il était encore présent. Oui, donc ça, c'était toujours, si on me disait quelque chose que ça ne me plaisait pas, je disais, ben oui, c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux? Donc, t'as qu'à faire autre chose. Donc, et ça, j'ai compris, heureusement, j'ai compris là. Parce qu'en fait, j'ai compris qu'en fait, on ne peut pas juste être ce qu'on veut être. Hein. Il faut quand même entrer dans un contexte, on va dire, sociopolitique, qu'une entreprise a besoin pour pouvoir performer, parce qu'on ne peut pas juste être nous-mêmes. Ça, c'était la première claque pour moi. Donc, je remercie DEC, je remercie cette formation très dure. Mais j'ai pu entrer chez France Télécom, au CNET, qui avait un centre de recherche. Et j'ai passé 3 ans là.
Vous avez découvert Sofia. J'ai découvert Sofia. Le plaisir de travailler à Sofia. Oui, oui, oui. Et j'ai fait beaucoup de sport pendant ces moments-là. J'ai fait beaucoup de VTT. J'ai gagné les Jeux de Sofia plusieurs reprises. Et je me suis dit, ça serait quand même bien que je sois un sportif de carrière. Non, je rigole. Non, c'était pas du tout. Et puis, il y avait, en face de CNET, il y avait l'ETSI. L'ETSI, c'est l'Institut européen de l'onde de télécommunications. C'est toujours là, d'ailleurs. C'est toujours là, oui. Absolument. Et il y avait, on recevait des circulaires à France Télécom régulièrement. Et il y avait donc un boulot de technical officer à l'ETSI qu'on pouvait se présenter. Mais ce job était au niveau 4-4. À l'époque, il y avait des niveaux comme ça. Moi, j'étais 4-1. Donc je venais juste commencer, et donc je ne pouvais pas techniquement me présenter. Donc je ne pouvais pas passer par les canaux de France Télécom pour me présenter à ce poste-là. Bon, j'ai écrit ma lettre de motivation, j'ai imprimé mon CV, je suis sorti de CNET, j'ai traversé le parking, je suis allé voir l'ETSI et j'ai fait une candidature spontanée indépendante pour ce rôle-là que j'avais vu dans le circulaire. Et voilà. Et donc, une semaine après, je reçois un coup de téléphone comme quoi ils veulent m'interviewer. Et 2 semaines après, j'ai reçu une offre d'emploi de l'ETSI sur une position 3, qui m'en a fallu encore 8 ans chez France Télécom pour atteindre, que j'avais atteint en 3 semaines. Alors pourquoi ils vous ont accueilli? Qu'est-ce qui a fait la différence? Vous savez, dans un recrutement, en fait, c'est vraiment un pari des deux côtés sur la personnalité des gens. Je crois pas du tout au recrutement sous compétence. Ça sert à rien. De toute manière, la compétence, elle est assumée, mais c'est vraiment le caractère des individus qui fait la différence. Donc il faut avoir mauvais caractère. Alors, il faut avoir un caractère qui accroche par rapport à ce que la société a besoin. ETSI avait besoin de jeunesse, parce que c'était une administration, et avait besoin d'innovation. Et ils m'ont posé des questions à ce sujet, et ils m'ont demandé si, oui ou non, je faisais ça, je faisais ceci, comment je me comporterais dans une situation X ou Y. Et mes réponses, a priori, ne les ont plus. Et je ne me suis pas retenu parce que je me suis dit, de toute façon, je n'ai rien à perdre. J'avais aucune chance pour moi d'obtenir ce poste-là, parce que c'était un poste beaucoup plus élevé que mon niveau. Et donc je n'ai pas joué de rôle. Et là, vous commencez à vous dire que tout est possible? Pas encore. Pas encore, parce que ça, c'était un choc, en fait. À tel point que je ne l'ai pas dit à ma femme pendant 1 semaine. Parce que je me suis dit, en fait, ils vont m'appeler pour me dire qu'ils se sont trompés. Ils ont pris une mauvaise personne. Et donc je ne vais quand même pas décevoir ma femme. Alors, vous ne nous aviez pas dit, mais donc vous êtes mariés entre-temps? Oui, on s'est mariés, on a eu un enfant entre-temps. Et d'ailleurs, c'était très bien parce qu'à France Télécom, quand on a un enfant, ça se passe très bien du côté social. Et puis après, ETSI, c'était autre chose. On était 85 personnes. On était à 150 000 à France Télécom. Et puis, je ne sais pas si vous connaissez le dogme de France Télécom, c'est que si vous n'êtes pas X Télécom, vous n'êtes rien. Et moi, je n'étais pas X Télécom. Donc, je n'avais aucune chance de grandir à France Télécom au poste que je pouvais aspirer, même si je bossais comme un malade. Et il y avait quand même prescription de ce côté-là. Et donc, ça a commencé vraiment à m'énerver. Parce que j'étais en train de me dire, il y avait des X Télécom, des normaliens, etc. Donc des gens brillants, beaucoup plus brillants que moi. Mais lorsque je voyais les résultats de leur travail, c'était quelconque. Et je pouvais faire des choses bien mieux qu'eux parce que j'avais d'autres qualités que les qualités académiques pour résoudre des équations différentielles et faire des intégrales. Vous aviez de l'ambition quand même à l'époque? J'ai toujours eu de l'ambition. D'accord. J'ai toujours eu de l'ambition. Mais je n'avais pas l'intelligence. et donc, il fallait que je construise tout ça. Et donc... Après, c'est Microsoft? Oh là, non. On a fait un tour en Israël avant. Quand même. Allez-y. Donc, est-ce que vous voulez vous asseoir? Non, c'est bon. Donc, l'ETSI m'a permis, en fait, de m'affranchir de ce problème de diplôme. Parce qu'en fait, on était 3-4 Français. Tous les autres étaient donc des Européens.
Et donc, il n'y avait pas du tout, en fait, ce niveau qui était par défaut décidé par le diplôme ou par la pédigrée de votre école. Et donc là, j'ai pu vraiment comprendre et j'ai perdu mon complexe d'infériorité. Donc, j'avais vraiment ce complexe d'infériorité que je n'ai plus eu parce qu'en fait, on m'a reconnu. Là, tout devenait possible. Tout devenait possible, exactement. Le champ des possibles s'ouvrait devant vous. Exactement. Et sur ce, en 1995... je suis tombé sur une technologie, toute nouvelle technologie qui s'appelait à l'époque la voix sur Internet. Ensuite, c'est devenu la téléphonie sur Internet. Aujourd'hui, lorsque vous faites un iMessage ou WhatsApp sur Voice et vidéo, ben, ça vient de cette époque-là. Et donc, j'ai été passionné par ça. Et je me suis dit, c'est ça le futur des télécommunications. C'est comme ça qu'on va communiquer dans le futur. Et la société qui était le leader dans le marché sur la voix sur IP, c'était une société israélienne qui était basée donc, à Herzliya, au nord de Tel Aviv. Et je me suis dit, je veux travailler en tant que quelque chose là-dedans. Et j'ai donné ma démission quand ils m'ont recruté et on a déménagé en Israël. Pendant, en fait, pendant le moment où Saddam Hussein envoyait les missiles. Cela dit, vous retrouviez le Moyen-Orient. Je retrouvais le Moyen-Orient. Vous connaissiez. Je ne connaissais pas du côté israélien. Ben oui, donc, et ça m'a beaucoup fasciné parce que j'ai toujours vu du côté musulman et je n'ai jamais vu du côté israélien. Et donc, comprendre en fait le contraste, pour moi, c'était le début de cette passion anthropologique. Je commençais à me dire, ça c'est intéressant. Je veux voir le point de vue des Palestiniens, je veux voir des points de vue des religieux israéliens, des athéistes israéliens vis-à-vis de cette crise qu'on a constamment au Moyen-Orient. Donc ça, c'est un autre discours. On aura peut-être l'occasion d'en parler à la fin. Parce qu'aujourd'hui, il se passe tellement de choses là-bas que vous avez sans doute un regard différent de ce qu'on entend. Très différent. Mais différent. Alors revenez sur votre parcours. Revenons sur le parcours. Israël, c'était un autre moment où je me suis dit quand même, je suis vraiment bête. Je suis tombé avec des gens absolument, vraiment, vraiment brillants, d'une intelligence que j'avais encore jamais saisie au sens, pas seulement de conceptuel, on avait ça en France, mais ils étaient vraiment des faiseurs. Parce que chez France Télécom, on ne pouvait pas faire. On pouvait concevoir, mais pas faire. Il fallait sous-traiter toute fabrication. Alors qu'en Israël, on faisait tout. Et donc, je me suis dit, waouh, ça, c'est quand même bien de pouvoir exécuter, bien de pouvoir faire. Il y avait une supériorité technologique, c'est comme ça qu'on vous... Alors, c'était une supériorité d'engagement. Il n'y avait pas de, on va dire, de tabou, en fait. C'était des individus sans tabou pour faire ce qu'il fallait faire, il fallait le faire. On y allait, quoi. On y allait, exactement. Et donc, j'ai découvert ça, et j'ai toujours été bon là-dedans, naturellement. Et donc du coup, j'ai été très vite valorisé chez Vocaltech, très, très vite. Et j'ai eu un poste très, très important, juste derrière le CEO, et qui m'a finalement envoyé aux États-Unis. C'était un rêve. Ouais, c'était un rêve, finalement, les États-Unis. C'était en 1999, exactement, le 1er décembre 1999. Et donc, j'ai passé 1 an. Et pendant ce 1 an, j'ai décidé de quitter le monde de la technologie. Parce que je me suis dit, j'ai assez fait de techno. Je veux faire un MBA. Et donc, je me suis inscrit à UPenn, qui est le Wharton Business School, donc un MBA de là-bas. Et le jour de mon commencement, enfin, la veille de mon commencement, à 23h, très précis, donc je suis dans le dorm et je reçois un coup de téléphone de quelqu'un que je ne connais pas du tout. Bon, je réponds et monsieur XY de Microsoft, j'ai entendu de vous, il y a des gens de Microsoft qui vous connaissent. Est-ce que vous serez intéressé pour venir parler avec nous d'un poste éventuel chez Microsoft demain? Je dis pardon. Qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là? D'abord, j'ai dit il est 23h. Je voulais tenter ma chance. Donc, sur ce, j'appelle ma femme on était à Princeton à l'époque. J'appelle ma femme, je la réveille, je dis écoute, désolé, mais demain je pars à Seattle. Qu'est-ce que tu vas faire à Seattle? Je vais voir Microsoft. Donc, je pars. Ça calme. Là, on est dimanche. Hein. On est dimanche. Donc, samedi, dimanche. Mais vous, à ce moment-là, vous êtes dans quel état? Vous êtes nerveux? Même pas? Non, je suis curieux. Je suis curieux parce que j'ai toujours... Je connaissais Microsoft, mais à l'époque, Microsoft, c'était The Evil Empire. Vous ne connaissez pas l'époque où on parle de Microsoft d'une manière très, très négative.
Et je me suis dit, qu'est-ce que c'est ce Evil Empire? Pourquoi est-ce que ces gens-là sont si mauvais, si mauvaise réputation? Et j'arrive chez Microsoft, on a le soir même du premier jour, on me fait une offre d'emploi. Donc très, c'est super. Sur ce, je rencontre la personne des RH et qui me dit, écoute David, félicitations, c'est très rare qu'on offre comme ça on the spot, mais il y a une autre équipe qui veut te interviewer aussi. Est-ce que tu veux bien rester un autre jour pour interviewer l'autre équipe? Je dis ben oui, parce que j'ai rien à perdre. Donc je reste un autre jour. Et sur ce, je continue mes interviews. Ça dure en général toute une journée. Hein. C'est très éprouvant. C'est très éprouvant. C'est à peu près 10 interviews les uns à la suite des autres. Et vers 11h, Seattle, donc 2h de l'après-midi, ma femme m'appelle. Et elle me dit, dis-moi. Je dis oui. Ça se passe bien? Je dis, bah oui, oui, ça se passe bien, on continue, oui. Écoute, j'ai reçu plein de paquets ici. C'est toi qui les as envoyés? Je dis, quel paquet? C'est quoi tu parles? Oui, écoute, j'ai des bouquets de fleurs, j'ai des cadeaux pour les enfants, j'ai des t-shirts, j'ai plein de trucs. Et c'est marqué « From your friends at Microsoft ». Incroyable. Il y a même un vidéo, un DVD qui explique comment on peut vivre à Seattle. Ils sont forts, hein, ces Américains. Ah ouais, c'était... alors là, scotché. J'étais... là, je me suis dit, waouh. Et vous l'aviez encore... Vous n'étiez pas embauché? Non, je n'ai même pas accepté. Mais ils avaient déjà essayé... Ils ont appelé ma femme après pour... donc, il y a eu plus de conversations entre moi, entre ma femme et Microsoft avant que je retourne. Ils ont failli l'embaucher. Oui, ils ont failli l'embaucher. Ils connaissaient déjà le nom de mes enfants, donc ils leur ont fait un t-shirt avec leur nom imprimé, etc. Donc, la classe. Hein. Vous voyez la manière dont ça travaille là-bas. Alors, donc finalement, j'ai été accepté pour 2 positions. Il y a eu une compétition interne, j'ai choisi. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait d'autres choses que je ne comprenais pas bien. Et la première chose, c'était en fait le talent pur. Parce qu'en fait, Microsoft recrute sur le talent pur. Ils s'en foutent. Vous pouvez nous définir ça? C'est quoi le talent pur? C'est difficile à définir. Ah oui. C'est assez rare, non? C'est une culture qui célèbre les meilleurs dans leur domaine, on va dire. Et ils ne regardent absolument pas ce qui vient derrière, d'où vous venez. Tout ce qui compte pour eux, c'est que vous soyez le meilleur dans ce domaine-là. D'accord. Et c'est... dans quel domaine étiez-vous le meilleur à ce moment-là? Télécom. Moi, j'étais vraiment, on va dire, j'étais vraiment un expert en télécom, mais vraiment assez large parce que Etsy m'a donné, avec Vocaltech, m'a donné une connaissance très large et très profonde. Et j'avais déjà écrit plusieurs livres aussi, on n'a pas parlé de ça, parce que je me suis dit, avant de finir ma carrière d'ingénieur en tant qu'ingénieur, je voudrais écrire des livres pour faire passer mon savoir. Donc, on a écrit avec 2 autres copains de France Télécom. On a fait 5 livres qui sont devenus des livres de référence sur la téléphonie sur Internet. Donc, on a enseigné même sur ces livres-là nous-mêmes. Donc, j'étais devenu en fait l'expert sur ce sujet-là. Et donc, je suis entré chez Microsoft. C'est très valorisant d'être recruté pour votre talent pur. Et vous en aviez conscience à ce moment-là? Il y avait quelque chose? Oui, j'ai pris conscience qu'en fait, la compétition a commencé en interne parce que les 2 vice-présidents, d'abord j'ai vu donc des gens directement N-1 de Bill Gates, donc on était déjà... Alors en France, pour que je vois le N-1 de patron de France Télécom, il faut attendre un peu. Ouais. Alors que là, j'ai déjà exposé donc, au niveau Executive Committee. Et puis ensuite, lorsque j'ai vu la manière dont chaque équipe se vendait, parce qu'en fait, ils ont fait une présentation devant moi, pourquoi je devais aller bosser pour eux. On vient de Mars, c'est-à-dire nous, on est là, on fait des présentations pour être embauchés, et puis personne ne vous répond. Non, là, c'était en fait, une équipe disait, l'autre équipe qui est vraiment nulle, tu dois travailler pour nous, voici pourquoi, et l'autre qui disait, l'autre équipe est vraiment nulle, tu dois vraiment travailler pour nous. Donc là, je me suis rendu compte que dans l'ambiance, hein. C'est quelque chose d'autre. Et donc, je me suis dit, OK, donc s'ils me prennent pour ce que je sais, donc j'ai vraiment besoin de montrer qu'ils ne se sont pas trompés.
En fait, ça crée un espèce de, j'ai envie de dire, esclavage psychologique, hein. Parce que vous n'avez vraiment pas envie de se voir. Alors, du coup, vous avez le complexe, non, c'est le syndrome de imposteur. Voilà, c'est ça que je cherchais. C'est bien moi, ça. C'est pour moi qu'ils viennent faire tous ces trucs-là. Je le suis pas. Je ne pense pas que je le suis. Donc, il faut que je fasse quelque chose pour leur montrer. alors, vous acceptez, vous embarquez toute la J'accepte, famille? on embarque, on déménage à Seattle. Vous imaginez pas Vous comment étiez heureux, non? le déménagement s'est bien passé, etc. Ils nous ont acheté une partie de la maison. Enfin, je veux dire, vous ne vous rendez pas compte quand Microsoft met le tapis rouge, c'est quelque chose. C'est le tapis rouge. Ah, c'est le tapis rouge. Ouais, ouais. Donc, Vous avez pris la grosse tête à ce moment-là? non. En fait, pas encore. j'espère que j'ai jamais pris la grosse tête. Je crois pas. Sauf quand j'étais chez Digital. Voilà. Non, ça c'était la leçon. On n'a jamais avoir la grosse tête. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ce que Microsoft faisait était vraiment nul. Et je suis allé voir mon vice-président. J'ai dit, ce que vous faites, c'est vraiment de la merde. Ah, carrément. Vraiment, ouais. J'ai dit, Ouais. ouais, c'est vraiment nul. Au bout de 3 jours? Non, le lendemain. C'est vraiment vrai. C'est vrai. C'est absolument vrai. Et donc, je dis, moi, je pense que j'ai fait une bêtise de venir chez Microsoft. Ah, d'accord. Voilà. Ça calme. Hein. Je pense que je fais une bêtise. Et bon, ça fait que 48 heures que je suis là. Donc, si vous voulez, je pars. Il s'appelait Jawad. Il m'a dit, David, assis-toi. Pourquoi? Donc, explique-moi. Donc, j'ai expliqué pourquoi je pensais qu'en fait, ils allaient dans la mauvaise direction. Et il me dit, intéressant, voilà ce que je te propose. Est-ce que tu sais la bonne direction? Je lui dis, oui, je pense savoir la bonne direction. Alors, je t'enlève de cette équipe, je te mets tout seul avec moi. D'accord? Tu bosses directement juste pour moi. Dans 3 semaines, on a une revue avec Bill Gates. Tu présentes ton idée. Oh là là. Vous n'avez pas peur? Alors, ah oui. Oh là là, moi je crois pas. J'ai dit, OK. Ah, carrément, pour relever le challenge. OK, ben, j'ai dit, j'ai rien à perdre de toute manière. De toute façon. Donc, 3 semaines après, je me trouve dans le bâtiment 30. À l'époque, c'est le bâtiment 13, après il a changé. Et je le traque. Vous ne vous rendez pas compte comment je le traque. Ah, mais il fallait que j'aille aux toilettes. Donc, je vais aux toilettes. Et puis, je m'installe. Et puis, sur le sol à côté, il y a quelqu'un qui arrive. C'est Bill Gates. C'est Bill Gates. Il me regarde, il me dit bonjour. Je dis bonjour. Alors, sur ce, je me suis dit, c'est un homme. Il a le même besoin que moi. Et vous lui avez dit, rappelez-moi votre nom? Non, il m'a juste dit bonjour. Je lui ai dit bonjour, mais dans ma tête, il y avait tout un... Bien sûr. En fait, j'avais gonflé en fait, l'événement tellement dans ma tête que je me suis dit, c'est ma vie qui se joue. Mais en fait, bon, on était juste en train de discuter d'un sujet. Et du coup, quand je suis entré dans la salle de réunion, et donc je me suis installé et tout ça, quand on était 30, quand c'était mon tour de me présenter, je me dis, oui, David Gurley. Je dis, Bill, on s'est déjà rencontrés. Il dit, yeah, I know. Donc ça a tout de suite dégelé en fait. Et donc du coup, j'ai pu faire ce que je savais faire. Le jour même, alors ça c'est incroyable, le jour même, l'équipe pour laquelle j'ai été embauché a été démantelée. Ah d'accord. Le jour même. Tous ces gens-là et plus 3 autres équipes chez Microsoft ont été groupés dans une équipe dont je suis devenu le chef en une journée. D'accord. Vous n'êtes pas fait des amis pas que. Pas que. Mais c'était pour la bonne cause. Mais parce que Bill a cru dans ça. Et aujourd'hui, pour vous donner la suite de l'histoire, parce que l'histoire continue jusqu'à aujourd'hui, qui c'est qui utilise Microsoft Teams? D'abord, je suis désolé que vous utilisez Microsoft Teams. C'est vraiment nul. Mais c'est moi qui ai créé Microsoft Teams. À l'époque, ça ne s'appelait pas comme ça. Donc, c'était ce moment-là que c'était arrivé. C'était en janvier 2001. Et donc... à ce moment-là, vous êtes sur un petit alors là, village, je suis on va dire, le Gold Star, parce que c'était un terme que Microsoft utilisait.
Et vous êtes content? Je suis très content. Donc, non seulement ça, mais après, Bill et Steve m'ont pris sous leurs ailes. Et ils avaient des sujets stratégiques très importants et ils avaient besoin de mon point de vue. Alors, ils avaient besoin de mon point de vue, donc de Français qui vient à Seattle, qui ne connaît rien aux États-Unis. Et je me suis senti tout de suite valorisé pour ce que je savais faire, pour ce que je savais communiquer. Et je suis monté en flèche. Est-ce que vous diriez quand même que c'est un des talents des États-Unis de croire dans les gens et de les pousser peut-être? Absolument. Est-ce qu'on sait moins bien faire en France, ça? Bon, on ne sait pas du tout faire en France. Soyons clairs. Je vous le laisser dire. Ouais, je vous le dis, c'est pas du tout. C'est pas notre culture. C'est pas notre culture. Nous, alors, je dirais que la France, c'est le pays de dogme. Les États-Unis, c'est le pays de pragmatisme, parfois stupide. Mais pragmatisme tout de même. Donc, entre dogme et pragmatisme, on n'a qu'à regarder les résultats économiques. Qui c'est qui gagne? Alors, dites-nous, comment il est, ce Bill Gates? Alors, Bill Gates est un homme... c'est enregistré, donc je dois faire attention. Oui, mais vous inquiétez pas. On pourra couper. Ouais, non, alors, d'abord, c'est un homme qui m'a appris ce que c'était vraiment de la curiosité intellectuelle. Parce que jusqu'à présent, je ne savais pas ce que c'était. Et après avoir passé des heures avec lui en réunion, en échange email, etc., j'ai compris ce que c'était quelqu'un qui avait envie de savoir. Et donc, il était insatiable. Ensuite, il avait une modestie, une honnêteté intellectuelle absolue. Donc, s'il ne savait pas, il ne prétendait pas savoir. Mais s'il le savait, il fallait être honnête avec lui. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas aller prétendre qu'on savait quelque chose parce qu'il faisait toujours son homework avant d'arriver. Donc, il savait exactement ce qu'il fallait savoir. Et je l'ai vu virer devant moi à plusieurs reprises des gens on the spot. Donc, pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont menti. Enfin, pas au sens mensonge. Oui. Non, j'ai pas fait ses devoirs, mais c'était... non, on fait ça comme ça, on fait ça comme ça. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Vous diriez que c'est un visionnaire ou que c'est quelqu'un... Ou c'est quelqu'un qui s'est entouré? Microsoft n'est pas une société visionnaire. Microsoft, c'est un de ses compétiteurs et copieur. Donc, les visionnaires, j'étais le seul visionnaire de Executive Committee de Microsoft à l'époque. C'est ça qu'on cherchait chez vous. Et c'est ça qu'on cherchait chez moi. Mais la force de Microsoft n'est pas de visionner le futur. La force de Microsoft, c'est d'exécuter sans relâche. Ce qui m'amène on va dire, à une des leçons, j'ai eu tellement de leçons chez Microsoft que j'ai apprises, c'est qu'il vaut mieux savoir exécuter très, 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 très bien que d'avoir des très, 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 très bonnes stratégies. Parce qu'en fait, le côté vision, le côté stratégie n'est pas si important que ça. D'ailleurs, Microsoft s'est planté maintes fois dans plein de choses, mais aujourd'hui, ça reste quand même une des sociétés les plus valorisées du monde, et pour très, très longtemps. Et donc, et pourquoi? C'est parce qu'en fait, chez Microsoft, lorsqu'on exécutait quelque chose, que même si cette exécution avait un résultat négatif, donc c'est-à-dire, par exemple, vous vous rappelez de Windows Millennium Second Edition? Une vraie merde. Mais cette équipe qui a créé Windows Millennium Second Edition, ils ont été célébrés comme si c'était des dieux vivants dans le campus de Microsoft. On le savait tous que c'était pas bien ce produit. Ah oui, carrément. On le savait tous. Alors pourquoi? Mais il était important que tout le monde comprenne que quoi qu'on commence, on finit bien. Ah oui, d'accord. Et donc ça, c'était un élément que j'ai pas vu parce que souvent dans l'entreprise, on commence, on s'investit et puis on finit pas ou on finit mal et on passe déjà à autre chose avant qu'on a... Non, c'était pas le cas de chez Microsoft. Alors, quoi d'autre avec Bill Gates? Bill Gates était très arrogant, très, très, très arrogant. Oh, pénible ça. Très, très arrogant. Vous ne deviez pas aimer ça. J'aimais pas du tout. Et il s'agit maintenant, il n'est plus le même homme arrogant qu'il était. Et donc, du coup, en fait, ça m'a aussi appris à des traits de personnalité que je ne voulais pas copier. Je ne voulais pas être comme lui. Ni d'ailleurs comme Steve Ballmer, qui était coléreux, qui était lunatique.
et qui avait des crises. Alors, vous commencez à devenir quelqu'un de très bien, très intelligent, très... Il faut demander ça à ma femme. Elle est toujours avec moi, donc je suppose qu'il y a quelque chose qui reste encore. Stabilité. Ouais. Mais quand même, vous commencez à maîtriser tous les domaines, vous commencez à savoir où vous voulez aller. Alors, chez Microsoft, Microsoft était top of the world, comme déjà à l'époque. J'étais au top of the world de la technologie, donc voix sur IP. Et c'est nous qui dictions en fait tout le standard, toute la technologie du monde. En fait, c'était une puissance incroyable. Ça donne pas le tourner. Par exemple, il y avait une décision absolument critique que j'ai faite. Il y en a qui font ingénieur télécom ici ou pas? Non? Est-ce que vous connaissez Session Initiation Protocol? Vous connaissez ça? Session Initiation Protocol, ça s'appelle SIP. Alors, ça ne veut rien dire pour ceux qui ne connaissent pas, mais c'est le langage que les équipements de télécom utilisent pour communiquer entre eux pour que vous puissiez faire de la voix sur IP, la vidéo sur IP. Et donc, à l'époque, il y avait une très, très grosse compétition pour voir quelle technologie allait être utilisée et qui allait être adoptée par tous les équipementiers du monde pour mettre ce réseau en place. Eh bien, moi, j'avais choisi SIP contre un autre protocole qui s'appelait H323. Et une fois que j'ai annoncé à une conférence que Microsoft a choisi SIP, the game was over. C'était incroyable. La puissance qu'on avait, c'était wow. Vous n'avez pas eu le tournis? Non, je me suis dit, on a une responsabilité. Okay. Pour moi, en fait, c'était OK, avec pouvoir, c'est des responsabilités énormes. Donc, on a une influence qu'on ne se rend pas compte et qu'il faut savoir prendre du coup les bonnes décisions avec les conséquences qui en suivent. Alors, vous finissez par quitter Microsoft, mais est-ce qu'on quitte une société comme celle-là? On doit hésiter. C'était un moment, j'ai beaucoup souffert en quittant Microsoft parce que j'allais passer au prochain niveau. J'étais dans le bench programme de Microsoft qui venait juste de créer. Donc, c'était les 30 talents les plus prometteurs de Microsoft. Et on avait une formation très, très soutenue, très, très bien faite. Et donc, j'allais passer au prochain niveau. Et sur ce, Bill est venu. Il m'a dit, David, je ne veux pas te donner ce poste. Je dis, mais pourquoi? Parce que, tu sais, j'ai quelqu'un de la recherche. Et je veux montrer aux gens de la recherche qu'on peut passer de recherche à business. Ensuite, je veux montrer aux gens de business qu'on peut passer de business à technologie. Donc, je veux montrer en fait la transversalité, le mouvement transversal chez les exécutifs. J'ai dit, oui, mais ce gars-là, il ne sait rien de ce métier. Il dit, je sais, il ne sait rien. C'est pour ça que je voudrais que tu bosses pour lui pendant 2 ans. Après, tu prendras son poste. Alors là, je me suis dit, OK, donc on n'est plus dans la méritocratie. Donc on est passé sur un autre système qui ne correspondait pas du tout à mon... Déception. J'étais très, très déçu. Et le soir même, j'ai donné ma dame. Ah, carrément? Ouais, je suis parti. Et alors, vous aviez un plan B? Non, j'avais pas. Donc, ah là là. Et j'avais beaucoup d'opportunités. Donc, je voulais faire la finance et je suis parti chez Thomson Reuters, dont je suis resté 7 ans, 4 ans à New York, 3 ans à Singapour. Et je voulais comprendre les rouages du marché financier. Donc, c'était quelque chose que j'étais fasciné par. Et pour moi, c'était une autre étude, on va dire. Vous pensez avoir fait le tour des télécoms ou... Ouais, j'avais vraiment fait le tour des télécoms. Je connaissais tout inside out. Et ça vous a plu, cette expérience? Ouais, ça m'a plu. Je reviendrai dessus dans mes années Skype. Vous allez voir pourquoi. Et puis donc 7 ans après, justement, Skype est venu une 3e fois pour me recruter. Et sur ce, j'ai dit oui. Parce que j'avais aussi fait le tour de questions en finance. Et Skype, vous étiez quand même, rendu compte que vous pouviez apporter quelque chose dans ce monde-là, déjà? Du côté finance? Ah ouais. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que dans le métier de finance, c'est une autre personnalité des gens qui existent. Ce n'est pas du tout ce que vous pensez. C'est vraiment des gens qui sont équivalents de joueurs de poker.
Leur kiff, c'est un deal, c'est une transaction. C'est des transaction-oriented mindset. Mais ce n'est pas constructeur de valeur. Leur objectif, leur valeur, c'est la commission. D'accord ? Donc ça, c'est la valeur qu'ils veulent. Mais ce n'est pas la valeur restante d'un produit, d'une utilisation, d'un impact. Ce n'est pas du tout dans leur mindset. Donc moi, je suis arrivé avec ce mindset, qui était vraiment très, très différent. Et ça m'a vraiment permis, d'avoir une réputation très, très forte dans le secteur de la finance, qui m'a beaucoup servi lorsque j'ai fait Symfony. Donc, Skype est venu me chercher. J'ai rejoint Skype, déménagé à Palo Alto, de Singapour, puis Londres, puis Palo Alto. Et ensuite, Steve Ballmer nous a contactés et a dit David, qu'est-ce que tu en penses, Skype, Microsoft? J'ai dit écoute, tu as déjà tout ce qu'il te faut chez Microsoft, qu'est-ce que tu vas faire avec Skype? Il me dit non, David, j'ai pas de verbe chez Microsoft. J'ai besoin d'un verbe. Je dis mais yeah, I can say I can Skype you. I can't say I can MSN Messenger you. I can't say I can net meeting you. I can't say I need a verb. Je dis ok. Tu vas payer cher, hein, j'ai dit pour ça. Donc il a acheté pour 8 milliards 5 Skype. D'accord. Ouais. Donc, et après, je suis resté 6 mois et j'ai quitté Microsoft pour accomplir mon rêve d'enfance. C'était quoi? Voilà. À Palo Alto, c'est facile de voler. Et je me suis mis à fond à voler. Et j'ai accumulé diplôme après diplôme. Je suis devenu finalement pilote commercial des jets. Ah d'accord. Ouais. Et là, c'était un rêve. Un rêve, ouais. Je me suis inscrit dans le rosters de Medical Missions. Donc, lorsqu'il y a des organes qui doivent être transplantés, il y a tout un network aux États-Unis qui envoie en fait des avions privés avec des pilotes privés qui doivent aller là où il y a l'organe est disponible, vous récupérez l'organe et puis vous l'amenez à un autre. Ça a changé votre quotidien, vous n'étiez plus devant des écrans. Non, c'était les écrans d'avion. Oui, mais vous voyez quand même le monde là. Je voyais vraiment, j'avais la meilleure vue du monde de mon bureau. Et j'ai fait beaucoup ça. Donc c'était un moment. Combien de temps? J'étais tellement heureux. Je me suis dit. Now I am really at the top of the world, littéralement. Donc à 45 000 pieds, là, c'était vraiment le top. Combien de temps êtes-vous resté pilote? Toujours pilote. Once a pilot, always a pilot. Donc j'ai fait le tour du monde en avion. Je suis allé dans des endroits incroyables et j'ai appris plein de choses, évidemment, que j'ai pu transférer dans d'autres expériences professionnelles. Et puis, durant cette époque, il y avait beaucoup de gens qui venaient me chercher pour être le CEO d'une boîte. Et en fait, chaque fois que je discutais avec les investisseurs, etc., je me disais, j'y arrive pas parce que c'est pas mon idée. En fait, j'arrive pas à faire quelque chose qui n'est pas mon idée. Et si je regarde ma carrière, j'ai toujours fait qu'à ma tête. Oui, bah oui. Donc, c'est la passion qui vous anime quand voilà, même. Voilà, c'est la fin. D'ailleurs, dans un des reference calls, dans une de Skype, donc, quelqu'un a demandé à mon manager d'avant, de Thomson Reuters, « What is it like to work with David ?» Il s'appelle Tom Glosser, il était le CEO. Il m'a dit, c'est pour ça que je peux répéter, as long as David is given what he wants to do, he's a pleasure to work with. Otherwise, he's a dick. Donc ça a été, je pense que ça a été le trademark de ma personnalité. Et donc, je me suis dit, OK, je ne peux pas faire ce que les autres ont conçu, il faut que je conçoive quelque chose. Et donc, j'avais l'idée de concevoir une messagerie encryptée, sécurisée, très, très confidentielle, que j'ai faite avec Perso, qui a été un succès littéralement immédiat. Et ça m'a permis Alors, ça correspondait à un besoin à ce moment-là? Ça correspondait à un besoin
vous vous rappelez de Edward Snowden, ouais, et qui avait leaké donc un certain nombre d'informations vis-à-vis de ce que NSA faisait. Donc, je peux pas dire beaucoup de choses sur Skype, NSA et KGB et CIA, mais j'étais impliqué pas mal dans ces conversations. Et, vous pensiez à votre maman à ce moment-là? Non, en fait, non, pas du tout. Non, j'avais des pressions assez difficiles à gérer. Et je me suis dit quand même, il faut trouver la technologie qui font que, malgré toute pression du gouvernement, la technologie empêche la compliance vis-à-vis du gouvernement. Donc, je voulais inventer ça. Et c'est ça que j'ai inventé avec Perso. C'était très novateur. C'était très novateur, très controversiel. Donc, j'ai eu beaucoup de problèmes avec le White House. J'ai été obligé d'aller plusieurs fois à Washington, etc. J'ai eu des menaces directes d'ouverture. En fait, ils voulaient que je mette un backdoor. Aussi simple que ça. Donc, et moi, j'ai refusé catégoriquement de mettre un backdoor. J'ai dit que ça ne sera jamais fait. Il n'y aura jamais de backdoor là-dedans. Et donc, ça, c'était un sujet très chaud. Et ce sujet chaud nous a permis de vendre la société en 11 mois. Et à la suite de ça, je reviens à Thomson Reuters. Il y avait un projet que j'avais commencé, que je n'avais pas fini, que j'ai dit, OK, ben, ça va être Symfony. Et j'ai créé Symfony. Et je suis allé convaincre 30 banques qui sont des compétiteurs pour entrer autour d'une table et se mettre d'accord que c'est un problème de l'industrie financière. Hein. Ce n'est pas un problème pour une banque, mais c'est tout le monde a ce problème-là. On a besoin d'un outil de workflow sécurisé et compliance que tout le monde peut utiliser d'une manière standardisée. Et que je serais capable de faire ça. Et comme j'avais cette réputation que j'avais conçue... Ça vous a aidé à ce moment-là? Alors là, les gens ont dit que si David veut le faire, il le fera. Donc, paf, ils ont mis 100 millions du premier round. Et voilà, Symfony est parti. Là, vous aviez le sentiment de réunir toutes vos expériences d'avant. Oui. C'était un peu une finalité, non, puisque vous continuez, mais c'était un peu ça. Je vais prendre un peu d'eau, si ça vous plaît. Bien sûr. Bien sûr. J'ai des dons de télépathie et il était en souffrance. Merci. En stress hydrique. Merci. Vous me sauvez. Excusez-moi, j'aurais dû y penser. Non, là, c'est bon. Si vous voulez vous asseoir, vous dites. Non, ça va, ça va. Alors, oui, en fait, tout est synthétisé. Oui, et chaque fois, je me disais, je sais plus comment, mais j'ai plein de choses que je ne sais pas. Et j'ai fait plein de bêtises avec Symfony. Et donc, mais c'était une aventure formidable qui m'a permis d'apprendre encore tellement de choses. Et je suis resté là un peu plus de 9 ans. Mais en 2018, j'ai eu l'idée de Hive. Donc, je me suis dit, le cloud, c'est important, mais c'est mal fait. On peut refaire le cloud d'une autre manière. Et je vais recréer une nouvelle technologie pour faire ça. Alors, attendez, on va revenir après sur cette société. Mais moi, je me souviens quand vous êtes arrivé à Sofia, j'étais là quand vous avez installé vos bureaux pour Symfony. Oui. Il y avait un ministre, oui. il y avait un service de sécurité. On a l'impression que c'était vous qui étiez en danger, j'en sais rien. C'était le ministre qui était en danger. On avait deux ministres, c'est pour ça. Ouais. C'était impressionnant. Et vous vous souvenez bien évidemment de ces moments-là. Et Sofia, c'était une licorne arrivée à Sofia. C'était quelque chose de très impressionnant. C'était un rêve d'enfance. Ben oui, je suppose. Ouais. Revenir à Sofia dans des conditions comme ça, qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là? D'abord, il y avait le désir de corriger mes erreurs de début de Symfony, où j'avais créé le centre de développement de Symfony à Palo Alto. Et je pense que c'était une de mes grosses bêtises. Je me suis dit, j'ai rencontré en 2018 Emmanuel Macron. D'accord. Il est venu pour prendre un petit déjeuner. Le président non, ministre de l'économie. À ce moment-là. Ministre de l'économie. Enfin, c'est le même. Certainement. Et il m'a dit, David, pourquoi tu ne rentres pas en France? J'ai dit, tu rigoles, je ne vais jamais rentrer en France. Mais pourquoi? J'ai dit, d'abord, tu as une fiscalité que je ne vois pas pourquoi je paierais 55 ou 60. Non, il y avait un taxe de Hollande à l'époque, il y avait 75%, je ne me rappelle plus, il y avait quelque chose de folie. Et puis ensuite, j'ai parlé de tous mes problèmes de contrat de travail, etc. Il me dit, mais tu sais, on va fixer tout ça. J'ai dit, mais
ton chef, c'est François Hollande. On est dans un gouvernement socialiste et toi, tu vas changer la loi du travail. Non, je vais le faire. Et il l'a fait. J'ai dit, écoute, si tu le fais, dans ces conditions, je m'engage à déménager mon centre de développement de Palo Alto à Sophia Antipolis. C'était Sophia, de toute façon. Non, de toute façon, je n'avais même pas pensé. J'étais obligé de prétendre qu'il y aurait d'autres centres parce que j'avais un conseil d'administration, il fallait leur montrer une étude, etc. Mais c'était évidemment Sophia. Et, donc, grande fierté quand vous arrivez à Sophia. Ah ouais. C'était pas rien. C'était formidable. C'était absolument formidable. Et en plus, on avait un très, très beau bâtiment qu'on a toujours. Et tout neuf, flambant neuf. On l'a vraiment mis comme on voulait. Et on a fermé Palo Alto. Combien de personnes sont arrivées? On a été quand je suis parti, on était 200. Et à Palo Alto, à l'époque, on était 175. Donc, j'ai licencié 175 personnes à Palo Alto et embauché 200 personnes à Sophia Antipolis. Je me souviens que vous aviez expliqué à l'époque que finalement le monde du travail était compliqué là-bas et que les gens étaient très volatiles. Je me souviens que vous aviez dit ça. C'est toujours le cas. Vous payez 3 fois le salaire des individus. Ils bossent 2 fois moins. Ils vous quittent dès qu'ils peuvent. Alors le mythe de l'Américain qui travaille, c'est un mythe. Les Français travaillent alors, ça c'est une bonne nouvelle. Hein. Beaucoup plus. C'est bien. Alors il y a cette espèce de perception de 35 heures, cette perception qu'on est toujours en vacances. Je ne veux pas dire que cette perception n'existe pas à l'étranger, mais moi je parle des hommes et des femmes avec qui moi j'ai l'opportunité de travailler en France. Lorsque les individus sont motivés et que vous reconnaissez leur savoir-faire et leur contribution, ils ne comptent pas les heures, ils font comme tout le monde, c'est un travail à la passion. Et donc, j'ai jamais été, on va dire, j'ai même jamais remarqué cet aspect du côté, on va dire, un peu paradoxal des heures de travail. Mais par contre, à Palo Alto, moi, je voyais mes employés partir à 4 heures de l'après-midi. Ils arrivaient à 10 heures du matin, partir à 4 heures de l'après-midi. Et puis, ils se loguaient après 8 heures du soir pour faire quelques messages ici et là pour dire qu'ils travaillaient après dîner. Hop, c'était fini. Donc, vendredi, le bureau, c'était vide. Complètement vide. L'excuse était toujours le commute est trop long, il y a trop de trafic, il y a mon enfant qui a ceci. C'était intenable. En fait, la productivité est descendue très très bas. Et puis ensuite, mes ingénieurs, ils se faisaient arracher par Netflix, par Facebook, par Apple, par Google, etc., etc. Donc j'ai changé 3 fois d'équipe en 4 ans. Vous imaginez 3 fois 175 personnes. Donc, et après Symfony, en fait, il y a, une petite seconde. Allez-y. C'est l'essence même d'un start-up d'avoir du talent qui reste. Oui. Et lorsque vous perdez le talent qui a conçu le logiciel, vous recommencez tout à zéro. C'est tout à zéro. Et donc, j'ai recommencé tout 3 fois. Oui. Donc, quand j'ai dit que j'ai fait des bêtises chez Symfony, ça, c'était une grosse bêtise. Donc, vous décidez de vendre Symfony ? Non, j'ai décidé de créer Hive. Je suis toujours impliqué dans Symfony. À Antoine, qui va prendre le relais sur Hive. Voilà, sur Hive. D'accord. Parce que je ne suis pas sûr d'avoir tout compris. C'est en quelle année, là ? 2021. On est en 2021. 2021, c'est le moment de quitter Symfony. J'étais proche d'un burn-out après Covid. Et je me suis dit, j'avais déjà recruté mon successeur, donc depuis 1 an déjà. Il était plus ou moins prêt et il a fallu attendre 6 autres mois pour que le board soit confortable. Et puis une fois que le board était confortable, je pus passer à la flamme. Et je suis resté au board pour garder encore la main dessus pendant 1 an un peu. Et puis après, j'ai eu la liberté de faire ce que je voulais. Bon, alors je crois que c'est à moi. Hive, je crois qu'en fait, quand on sait que Hive veut dire ruche en anglais, on a déjà compris peut-être 80% de l'idée. Donc vous, si j'ai bien compris, donc vous réfléchissez sur une nouvelle manière d'envisager le cloud, et au lieu de se dire j'ai un besoin de stockage, j'ai un besoin d'avoir un morceau de cloud quelque part, et finalement
j'ai quelques grands fournisseurs qui sont je ne sais où, mais voilà, ça va partir chez Google, etc. Il y aurait peut-être moyen de partager ce cloud chez un certain nombre d'acteurs qui sont éventuellement des petits acteurs, voire des particuliers qui auraient chez eux de la place sur un Exactement. PC. Et donc, on arrive à la notion de ruche, chacun amène sa petite alvéole. Exactement. Voilà. Bon, voilà. Donc, Hive, c'était ça. C'était de dire on a des milliards d'ordinateurs qui sont dans nos poches, sur nos bureaux, qui sont sous-utilisés, mais d'une sous-utilisation, je veux dire, jusqu'à 90%, parfois même plus. Et pourquoi ne pas aller chercher à mutualiser, à fédérer ces ressources informatiques et les utiliser pour créer un cloud distribué sur lequel on peut offrir des services de stockage et des services de calcul. Donc l'idée n'est pas révolutionnaire ni nouvelle. Donc, je ne veux pas prendre un crédit vis-à-vis de ça. Ça a été essayé à plusieurs reprises. Ça n'a jamais pris. Ça n'a jamais pris. Et pour moi, je ne comprenais pas pourquoi ça ne pouvait pas prendre. Est-ce que c'était un problème technologique? Est-ce que c'était un problème culturel, au sens où les gens ne voulaient pas partager? Alors, on s'est penché pendant à peu près 9 mois à comprendre pourquoi les autres initiatives n'ont pas marché. Et donc, une fois qu'on a saisi les enjeux, les erreurs que les autres initiatives avaient fait, on a pu construire quelque chose qui corrigeait ces erreurs-là et qui pouvait lancer une solution qui avait potentiellement le chance de réussir. Donc ça, on est en juin 2022. Oui, alors donc, pour nous qui sommes un peu neufs sur le sujet, donc vous imaginez que vous avez un beau PC chez vous et vous avez quelques téraoctets sur un disque dur qui sont disponibles parce que vous les utilisez jamais. Par contre, sur les autres téraoctets, vous avez toutes vos photos de famille, tout un tas de documents confidentiels, j'en sais rien, des mots de passe, des trucs bancaires, enfin voilà, le PC de la maison. Mais vous dites, tiens, ces 5 téraoctets là qui sont perpétuellement vides, je vais les mettre à disposition de Hive. Alors, ça veut dire que quelqu'un va venir mettre des choses là-dessus que vous ne maîtrisez pas, va peut-être éventuellement pouvoir voir ce qui se passe sur votre PC. Et puis quand votre PC est éteint, est-ce que cette personne peut accéder à ça? A priori non. Donc ça pose quand même un certain nombre de questions. Voilà. Ouais, c'est des questions, on va dire, fondatrices, fondamentales. Donc, il y a un problème de confiance, ensuite, qui se résout par la cryptographie. Ensuite, il y a un problème de disponibilité qui se résout par des techniques de réplication intelligentes. Et pour nous, il fallait... l'essence même de Hive, c'était la confiance. Parce que justement, pour pouvoir partager des deux côtés, être receveur ou être émetteur, requiert quand même une confiance absolue dans le système. Donc on s'est tout de suite associé avec INRIA dans ce domaine-là, et pour avoir la crédibilité, l'expérience et aussi créer une technologie qui revient à ce que j'avais fait dans le passé avec Perso puis Symfony, donc encore amélioré pour être sûr que les données allaient être sécurisées coûte que coûte et qu'il n'y aura aucune manière où un utilisateur, en ayant mis un morceau de ce fichier, pouvait aussi voir les autres fichiers que vous avez dans votre ordinateur. Le mot-clé, c'est l'étanchéité peut-être. Voilà, c'est une étanchéité par cryptographie. Donc, l'idée, c'était d'utiliser des cryptographies qu'on appelle post-quantum proof cryptographie approuvée par l'ANSI, qui est l'entité du gouvernement pour tout ce qui est informatique, la sécurité de l'informatique. Et donc, cette approche nous a permis de garantir cette étanchéité de tous les côtés vis-à-vis de nous, celle que nous, on ne peut pas voir. Seul l'utilisateur émetteur est capable de décoder, d'encrypter et décoder les données. Ensuite, les problèmes de disponibilité, c'est des problèmes énormes. Et c'est les mêmes problèmes qui existent d'ailleurs dans les gros data centers. Donc, dans les gros data centers, environ 6% des disques durs échouent tous les ans. Donc, c'est des disques durs qui finissent par
par avoir d'une panne mécanique, puis ils sont jetés. Mais vous avez toujours accès à vos données. Et donc, ça fait plus de 20 ans qu'on développe des technologies qu'on a évoquées tout à l'heure, des technologies RAID, qui permettent en fait de répliquer d'une manière intelligente les données. Ça a un coût. Ça a un coût de processing, ça a un coût d'espace occupé, etc. Et qu'il faut ensuite optimiser de bonne manière. Donc nous, on a mis en place des algorithmes de réplication, des algorithmes de régénération, parce que si des données disparaissent, votre ordinateur est éteint, votre téléphone mobile n'est plus disponible parce que vous êtes dans l'avion, si je veux accéder 2 morceaux de fichiers qui sont sur votre téléphone mobile, comment on fait ? Eh bien, notre algorithme est capable de régénérer ces données-là ailleurs, où il y a des ordinateurs, et de recréer là pour que moi, je puisse l'accéder. Et tout ça se fait en moins d'1 seconde. On appelle time to first byte, donc le premier octet. Et il faut qu'on ait le octet du fichier que vous avez demandé en moins d'1 seconde. Dans un environnement extrêmement imprédictible, hétérogène, etc. On a plus de 200 000 utilisateurs aujourd'hui dans Hive et qui contribuent plus de 6 pétabytes donc d'espace disque collectivement, avec un taux de disponibilité de 9 heures en moyenne. Donc vous imaginez les va-et-vient d'algorithmes qui sont derrière pour réconcilier tout ça. Si je traduis par la métaphore habituelle, c'est-à-dire que aujourd'hui, un utilisateur Hive ne voit pas son sablier tourner quand il veut juste charger son document Word, quoi. Non. Ou très très peu. Très peu. C'est paf, boum, ça arrive comme ça. En plus de ça, la technologie d'informatique distribuée est beaucoup mieux que la technologie d'informatique centralisée. Parce qu'on a sur plein d'aspects, on n'a pas de single point of failure, je ne sais pas comment on dit ça en français, point unique d'erreur. Défaillance. Goulot d'étranglement. Voilà, exactement. Donc, lorsque vous downloadez, par exemple, lorsque vous téléchargez un fichier, chez Dropbox ou chez Google, vous allez télécharger les fichiers d'un serveur. Alors que chez Hive, vous allez télécharger les fichiers de 20 différents clients. Et nous, on télécharge que 50% des données parce qu'on reconstruit les autres 50% à partir des 50% qu'on a à la manière de Sudoku. Donc, voilà, les algorithmes mathématiques, c'est des transformations polynomiales, hein, et donc on utilise les bases de théorie de l'information pour gérer tout ça. C'est vraiment très compliqué à faire, mais on a su maîtriser. Il y a eu un espèce de mouvement pas très honnête là, au début des années 2000 avec les peer-to-peer, les Napster et eDonkey, ce genre de choses qui permettaient de télécharger illégalement des gros fichiers comme des films, mais qui étaient distribués sur différentes machines. C'est un peu héritier de ça ? Nous sommes définitivement héritiers de ça. En fait, tous les protocoles qu'on utilise aujourd'hui viennent de ce monde-là. Ce monde de BitTorrent, je ne sais pas si vous connaissez, vous avez entendu parler de BitTorrent. C'est eux qui ont été vraiment à l'origine de pas mal de protocoles qui sont aujourd'hui standardisés et utilisés, que nous, on a aussi amélioré, mais oui, tout à fait. Et de mémoire, un des 2 fondateurs de Skype avait avant travaillé chez Casa. C'est ça, chez un peer-to-peer. Oui. Casa était d'ailleurs un peer-to-peer file transfer. Ouais, d'accord. Et alors, là, on a parlé de la technologie et de la technique, mais il y a forcément une dimension business. Il faut que quelque part, et vous, et celui qui met à disposition sa ressource s'y retrouve. Tout à fait. Alors, vous avez vraiment très très bien, on va dire, perçu le défi, parce qu'il y a un côté défi de confiance et de disponibilité, de performance. De l'autre côté, en fait, les incentives, les encouragements qu'il faut pour partager. Alors, nous, on utilise, on va dire, 3 méthodes pour ça. Une méthode communautaire, c'est-à-dire que si vous voulez contribuer, vous êtes les bienvenus. Si vous contribuez assez longtemps, on va vous donner des crédits que vous pouvez utiliser pour diminuer votre facture mensuelle pour stocker des données dans le cloud. Et pour ceux qui sont, on va dire, les purs et durs, qui ont des terabytes et des terabytes de disques durs qu'ils n'utilisent pas, on va vous payer jusqu'à 2 € par terabyte par mois. Et donc, du coup,
lorsque moi je regarde aujourd'hui la demande d'un côté, donc le nombre d'utilisateurs qu'on a contre le nombre de contributeurs qu'on a. Donc on a 202 000 utilisateurs aujourd'hui qui utilisent donc Hive pour stocker des données. On a 191 000 contributeurs. Donc le taux de contributeurs est énorme. Et ça m'a vraiment, personnellement, ça continue de me surprendre. Et donc je pense qu'il y a un désir communautaire de participer à quelque chose de plus grand que soi. Et les gens, en effet, donc, ils ont quelque chose disponible et qu'ils disent pourquoi pas le mettre au service de la communauté. Vous le savez sûrement, mais il y a un phénomène analogue qui se passe sur les panneaux solaires. Oui, je connais, parce que j'habite à Châteauneuf, et moi, je redonne mon excédent énergie à la mairie de Châteauneuf pour leurs écoles, tout à fait. Ouais, ouais. Et donc, si on le fait pour les panneaux solaires, pourquoi pas le faire pour les ressources informatiques. Enfin, en tout cas, moi, j'avais noté quand même aussi que la notion de ruche, c'est intéressant. Une ruche, c'est finalement, vu de l'extérieur, quand on n'y connaît rien, comme moi, par exemple, c'est très désordonné, ça bouge de partout, on a l'impression que c'est un vrai bordel, excusez-moi. Et pourtant, en fait, derrière, il y a une organisation énorme. Chacun est à sa place. Chaque alvéole est connu. Et finalement, il y a une organisation très, très en place. Absolument. Et en fait, il ne faut pas le voir, cette organisation. Il faut juste voir le résultat. Ouais, manger le miel. Donc, pour nous, le miel, c'est les données que vous stockez et qui sont aussi souverains. Je dois vraiment appuyer ça et aussi durable parce qu'on ne consomme pas d'énergie supplémentaire. Quand votre ordinateur est éteint, elle ne consomme pas. Quand vous l'allumez, que vous l'utilisez, vous l'avez déjà allumé. Donc, vous ne le faites pas pour nous. Et donc, du coup, notre consommation en énergie et l'émission en CO2 est à peu près 80% moins que l'équivalent qu'on trouvera dans un centre de données pour 1 térabyte donné. Vous êtes combien chez Hive pour l'instant? On est 72. C'est bien. Vous êtes à Sofia? On est à Bastide-Rouge à Cannes. Ah oui. Vous connaissez Bastide-Rouge à Cannes? Ouais. La Bastide-Rouge à Cannes. Alors, on a presque terminé. Selon le magazine Challenge, vous figurez aujourd'hui à la 275e place des 500 plus grandes fortunes de France. En fait, vous êtes riche. Vous avez réussi dans le monde professionnel, dans votre vie privée, me semble-t-il. Vous n'avez plus rien à prouver à personne. Pourquoi vous n'allez pas jouer au golf toute la journée? Pourquoi? Je suis nul au golf. Enfin, le golf ou autre, ou l'avion, je ne sais. Vous savez, Mark Twain a dit we die twice. The first time, and we die. The second time, and you have the last person who pronounces your name. Et je me suis beaucoup posé la question de pourquoi j'existe. Qu'est-ce que je fais là? Oui, j'ai une femme, 2 enfants, je suis grand-père et j'ai laissé, on va dire, une trace biologique derrière. Mais je me suis dit peut-être que je peux faire mieux que ça et plus que ça. Et si je peux, d'un côté, créer des produits qui nous permettent de faire quelque chose mieux qu'on le faisait avant, ça pourrait être un bon legacy. Je vous raconte une petite histoire. J'allais très souvent entre Londres et Palo Alto pour mettre en place Palo Alto pour Skype. Et tellement souvent qu'un jour, je me suis fait arrêter à la frontière américaine, à San Francisco. Et c'est pas drôle quand on dit vous ne pouvez pas entrer aux États-Unis. Alors, vous allez passer là-bas et parler avec un autre officier. Donc, je m'installe, on me fait attendre une bonne heure. Et sur ce, donc, le monsieur arrive. C'est un ABC. Vous savez ce que c'est un ABC? Exactly. C'est un ABC. Et il se met devant son ordinateur, il regarde mon dossier. Il dit, you've been traveling a lot in and out here, huh? Do you work here? C'est la question piège. Je dis, non, je ne bosse pas ici. Mais j'ai une équipe ici. Oui, mais c'est quand même beaucoup.
Ouais, je fais ça, j'explique. Qu'est-ce que tu fais comme toi? Where do you work? Sur ce, j'ai dit, I work at Skype. Skype? Really? Yeah, I work at Skype. Sur ce, il était devant son ordinateur. Il ferme son ordinateur comme ça, il le pousse, il se retourne vers moi. You know, thanks to you, I can see my granddaughter. Okay? And she's in China. And she's growing up. I love her. Et donc, il y avait cette émotion de ce bonhomme qui détenait le pouvoir de me faire entrer, sortir, ne plus jamais me faire entrer aux États-Unis à nouveau. Donc, alors là, j'avais des larmes aux yeux. Et là, je me suis dit, that's what I live for. Et voilà pourquoi je suis encore là. L'émotionnel. Ouais. L'émotionnel. Une dernière question sur l'état du monde. Je vous en parlais tout à l'heure. Alors, il y a l'aspect financier, économique, aussi les menaces, le réchauffement climatique, les guerres de partout. Est-ce que l'humanité est en danger, selon vous, en 2024, David Gurley? Je suis un optimiste. D'accord. Premièrement, lorsque je regarde les grands chiffres, que ce soit en natalité, taux de mortalité, la faim, la pauvreté, enfin tous les grands chiffres que le World Economic Forum publie, etc., le monde n'a jamais été aussi bon qu'aujourd'hui. Donc, ce qu'on regarde, que ce soit dans les pays développés, sous-développés, l'accès à l'école, l'accès à la technologie, l'accès à l'éducation, le rôle des femmes, le rôle des petites filles qui à une époque ne pouvaient même pas aller à l'école. Enfin, si on regarde un petit peu ces éléments de société et qu'on s'éloigne un petit peu de nos problèmes journaliers, on se rend compte quand même qu'on a fait beaucoup de progrès et qu'on n'apprécie pas toujours. Et ce progrès, il est inéluctable. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut plus s'arrêter. Parce qu'une fois qu'on atteint l'information, une fois qu'on atteint l'éducation, une fois qu'on atteint les moyens, ces individus qui les ont vont continuer à pousser. Ça devient un cercle vertueux. Donc, on est là-dedans. Alors, est-ce qu'il y a des inégalités dans ce milieu dans lequel on évolue? Absolument. Mais les inégalités d'aujourd'hui sont beaucoup moins importantes que les inégalités d'il y a 100 ans. Donc, on ne se rend pas compte de ça. On est toujours en train de se comparer à un idéal de futur au lieu de se comparer par le chemin qu'on a parcouru. Donc, moi, je reste optimiste vis-à-vis de ça. Je me dis que si on a parcouru en 100 ans tant de chemin, les 100 prochaines années, ça va être encore plus formidable parce que tout s'accélère, parce que maintenant, on a un momentum et c'est un compound interest rate. Et donc, de ce côté-là, je suis très optimiste. Ensuite, qu'on soit de Chine, de Vietnam, de Russie ou de Congo ou de Brésil, on est tous des hommes et des femmes qui ont exactement les mêmes qualités, les mêmes défauts. Donc, on les a tous. On est humain. L'humain n'a pas encore évolué par rapport à ça. On ne s'appelle pas tous David Gurley quand même. Hein. Non, on n'a pas tous vos capacités. Ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai mes névroses, oui. J'ai mes envies, j'ai mes problèmes, j'ai mes qualités, vous les avez aussi. Mais tout ça, c'est si un psychologue venait ici, qu'on enlevait, on mettait, on va dire, un écran complètement opaque, hein, et que si j'étais femme ou homme, ça serait... On ne pourrait pas dire. On a ces problèmes-là dans l'humanité. Donc, pour moi, the race and the gender, religion, is not a determining factor of humanity. C'est ça que j'essaie d'expliquer. Je suis désolé, je n'arrive pas à l'expliquer en français correctement. Malheureusement, ce qui me dérange le plus, c'est que ça devient... C'est aujourd'hui ça, souvent, qui crée le stigmatisme et qui crée en fait le clivage droite-gauche, etc. Et j'aimerais bien qu'on revienne en fait sur ce qui nous unit plutôt que sur ce qui nous différencie, parce qu'en fait, il n'y a pas grand-chose. C'est pour ça que j'aime Hive, j'aime les ruches, parce qu'en fait, les abeilles travaillent en communauté, ils sont un peu tous différents, mais ils arrivent pour le bien. Et le monde va aller bien, ne vous inquiétez pas.
Très bien. Vous avez déjà écrit vos mémoires, David Gurley? Dernière question. Non, Ce j'ai pas serait écrit. un succès littéraire. Je peux vous aider si vous voulez. Je crois qu'on peut Avec applaudir plaisir, David. Franchement, bravo. Merci. Merci. Si vous avez des questions dans la salle, c'est le bon moment. Il y a un autre micro là. Madame, jeune homme, on va demander par le fond si ça va. Antoine va s'en occuper des questions. Mais peut-être que le microphone ne sait pas. Merci. Merci en particulier parce que vous m'avez fait rajeunir de 35 ans. Quand j'étais chez Digital Equipment avec Yves, PKBRH, Media, enfin voilà tout cela. Et quand vous parliez tout à l'heure d'informatique centralisée versus informatique répartie, distribuée, ça me rappelait le slogan qu'on avait à l'époque: The server is the network, or the network is the server. Donc voilà, merci pour ça. Alors maintenant une question peut-être un petit peu plus personnelle par rapport à votre parcours de vie qui est complètement original, inattendu, libre. Quels sont les conseils que vous avez donnés ou pas donnés justement à vos propres enfants et aux petits-enfants pour leur vie? Ah, ouh. Je pense que j'ai loupé l'éducation de mes enfants. Je pense qu'à chaque génération, on essaye de diminuer les risques et d'augmenter les chances de nos enfants. Ma génération à moi, tu vas être ingénieur et tu vas bosser dur, peu importe. Donc c'était comme ça et bosse et ferme-la. Très directif. Pourquoi? Parce que mon père, survivant de la guerre, il voulait que j'ai une base économique solide, etc. Ma génération à moi, c'est que j'ai bossé très très dur. Je me suis beaucoup sacrifié pour beaucoup de choses. On n'a pas parlé de tout ce que j'ai payé comme prix pour beaucoup de choses. C'est pour ça que j'ai dit trépidante et incertaine, parce que tout ça paraît certain une fois que c'est fait, mais lorsqu'on est dans l'action, on n'est pas sûr du tout d'arriver à quelque chose. Donc il faut savoir gérer ce stress. Et donc je voulais protéger mes enfants de ça. Et j'ai protégé mes enfants de ça. Mais je ne suis pas sûr que c'était bien. Je ne suis pas sûr que c'était bien. Que font-ils aujourd'hui? Un est musicien. Ouais, un musicien. Et l'autre, informaticien. Et ils sont heureux. Mais l'ambition, enfin le feu qui brûle en moi, ne brûle pas en eux. Et donc la question que je me pose souvent, c'est est-ce que c'est l'ADN qui fait ça? Ou est-ce que c'est moi qui ai empêché d'une manière complètement bénin, parce que ce n'était pas du tout mon intention de le faire. Est-ce que je ne les ai pas juste donné tout ce qu'ils avaient besoin sans qu'ils aient à se battre pour l'avoir? Et donc c'est pour ça que j'ai dit je ne suis pas sûr. Donc, alors sur ce constat qui est très personnel, je voudrais pouvoir dire à mes enfants, s'ils m'écoutaient, c'est qu'il y a des devoirs à faire. On vit dans une culture aujourd'hui d'un individualisme absolu. Et moi, j'ai grandi dans un milieu de Moyen-Orient où la famille comptait beaucoup. Et j'ai malheureusement fait grandir mes enfants dans un milieu d'individualisme absolu. C'est le système éducatif américain à l'extrême. Et donc, j'aimerais bien qu'ils aient ce côté devoir, ce côté familial, ce côté des valeurs qu'on avait, qu'on a plus, enfin que j'ai pas su passer. Et voilà. Alors, j'ai pas su. Ah, d'accord. Merci de me rassurer. Non, il y avait, oui, monsieur, oui. Oui, bonjour, monsieur Gurley. Je m'appelle Yu Chang Lai et je travaille chez Symfony. J'ai voulu demander who is from Symfony. Ouais. Tout d'abord, merci beaucoup pour votre partage d'expérience, c'est vraiment inspirant. Mon question, c'est par rapport à Symfony. En fait, vous avez parlé, c'est une erreur d'installer le R&D à Palo Alto. Ouais. Mais je veux savoir, vous savez les impacts positifs, parce que comme vous travaillez
d'une boîte à Palo Alto, quand vous parlez les contrats avec la banque, vous dites, je suis de Palo Alto, dit Palo Alto. Et aussi, d'autre façon, pour cette question, est-ce que vous pensez, si on commence tout d'abord zéro depuis ici à Sophia Antipolis, est-ce qu'on va avoir le même résultat aujourd'hui ou peut-être mieux? Alors, c'est une très bonne question. Ça va me prendre 2 heures à répondre. Oui et non. Non, je n'aurais pas réussi parce que Wall Street voulait s'associer à West Coast. Donc, il y avait quand même le brand image de Palo Alto. Et donc, il voulait dire we are bridging East Coast to West Coast. Et donc, ça a été un élément clé pour les convaincre. Je ne pense pas que j'aurais besoin d'avoir toute l'équipe d'engineering pour avoir ce branding. Mais c'était très, très important. La deuxième question, c'est j'aurais fait certainement mieux ici qu'à Palo Alto. Certainement mieux, beaucoup plus rapidement, parce que comme j'ai été obligé de refaire l'équipe 3 fois en 4 ans, j'aurais pas perdu. Parce que vous perdez énormément de temps lorsque vous perdez votre équipe, vous recrutez, vous reformez, etc. Donc, on aurait fait beaucoup plus rapidement et beaucoup mieux. Voilà. Il y avait des questions qui avaient... Voilà, monsieur. Alors, je ne travaille pas chez Symfony. Merci. Donc, ma question était un peu équivalente. On voit dans votre parcours que vous êtes vraiment parti à l'international. Et quand vous êtes revenu en France, vous aviez déjà un énorme background et une énorme expérience. Ma question est, si pour les jeunes start-upers qui veulent commencer une société, est-ce que commencer par la France, est-ce que vous pensez que c'est possible de développer un succès en commençant par la France avec toutes les contraintes qu'il y a et l'esprit dont vous avez parlé qui est très différent en France par rapport à, par exemple, à l'international? Ça, c'est une question que je travaille beaucoup avec le gouvernement d'ailleurs. Alors, d'abord, c'est dur de partir de la France sans avoir vu ce que c'était hors de la France. Et réussir hors de la France, c'est dur. Parce qu'on travaille très différemment en dehors de la France qu'en France. On essaye de résoudre ce problème avec le gouvernement, avec les aides ici et là, mais on reste quand même sur un marché de 60 millions de personnes, donc francophones, avec des habitudes qui sont très franco-français. Donc, d'une manière, on va dire, naturelle, on a des freins qui empêcheront un entrepreneur français de réussir à l'étranger. C'est un problème systémique. D'accord ? Est-ce qu'on a vraiment besoin de partir pour réussir à l'étranger de France? Je pense que oui, si vous n'avez pas les bons conseillers autour de vous. Par contre, si vous avez une équipe ou des conseillers qui sont capables de vous montrer un peu comment on fait ailleurs, pourquoi cette manière de faire n'est pas bonne en France, mais on peut faire d'autrement, alors là, oui, là, ça peut marcher parce qu'on a des très bons individus ici, des gens qui sont très motivés, un coût salarial qui est beaucoup moins cher qu'un coût salarial aux États-Unis si on devait faire la même chose. Ensuite, une possibilité européenne qu'il ne faut pas oublier quand même, on fait partie du socle européen et ce sont des avantages qu'on peut utiliser à son escient. Donc, il faut avoir un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est resourceful, c'est un débrouillard. D'accord ? D'abord, c'est un débrouillard. C'est pas un visionnaire, mais c'est un débrouillard. Et donc, pour moi, là-dedans, il faut vraiment savoir que c'est l'exploitation des forces des meilleurs endroits qu'il faut utiliser. La France a des assets et des liabilities, ainsi que l'Angleterre, les États-Unis, etc. Qu'en tant qu'entrepreneur, on doit les savoir les exploiter et on doit s'entourer pour effacer nos liabilities qu'on a, nous, individuellement, afin de se surpasser. Donc, la réponse est oui, mais avec le bon accompagnement.
Pourquoi vous dites qu'un entrepreneur n'est pas un visionnaire? C'est pas important d'être visionnaire. D'accord. C'est pas important. Est-ce que vous pouvez élaborer un peu? Parce que c'est vrai que c'est pas l'image qu'on se fait. Je sais. En tout cas, quand on présente des concours d'entrepreneuriat. Ouais. Alors, d'abord, je vais décrire ce que c'est qu'être visionnaire. D'accord. Je vois dans 10 ans, on va faire ça, comme ça. Je décris une vision. OK. Donc, cette vision, elle doit être assez claire pour inspirer les gens, elle doit être assez claire pour convaincre les investisseurs, elle doit être assez claire pour être possible de poursuivre. C'est comme Elon Musk qui dit « je veux aller sur Mars ». D'accord. Mais ça, ce n'est pas une vision. C'est de l'exécution. D'accord. Je pense qu'on confond très souvent cette définition de mot visionnaire par rapport au monde entrepreneurial. Dans le monde entrepreneurial, ce que vous faites, c'est que vous avez identifié un problème qui vous embête. Et si un problème que vous avez identifié ne vous embête pas, ne faites pas cette entreprise. Il faut que ce problème soit émotionnellement lié à votre personnalité. C'est très important, ça. D'accord ? Et ensuite, vous allez résoudre ce problème. Ça, ce n'est pas de la vision. C'est de l'émotion. Et la vision, c'est de pouvoir décrire un futur qui permettrait à quelqu'un de souscrire à cette idée que vous avez eue. Mais fondamentalement, c'est de l'exécution. Donc, c'est pour ça que je dis ça. Souvent, David, on me disait toujours, David, you're a visionary. No, I'm just an execution guy. I just get shit done. Si les politiques pouvaient avoir un peu de vision, ce serait bien, non? Les politiques, c'est mieux pour eux, non? Moi, je préférerais que les politiques fassent ce qu'ils disent. Oui, ce serait déjà pas mal. Ce serait déjà pas mal. Ça serait déjà pas mal. Oui, parce que, alors, eux, en termes de problèmes de longévité d'action... oui, c'est un peu vrai. C'est... Monsieur. Oui, bonjour, merci pour votre exposé qui était passionnant. Je voulais savoir, lorsque vous avez été en contact avec Emmanuel Macron, est-ce qu'il y a eu la volonté déjà de vous dire installez-vous plutôt à Paris plutôt qu'ailleurs? Lorsque vous êtes venu sur Sofia, est-ce qu'il a été difficile de recruter donc, les 200 ingénieurs? Et est-ce que vous aviez des gens d'aussi bon niveau que ceux qui pouvaient être à Palo Alto? Et enfin, Hive, quelles sont vos ambitions devant l'absence de grandes boîtes? On a des GAFAM aux États-Unis, on n'a rien du tout en Europe. Est-ce que ça peut être une ambition européenne? Alors, plusieurs questions. Je n'ai pas eu de pression pour venir dans une région et une autre, bien que d'autres régions m'ont contacté lorsqu'ils ont su que j'allais faire ça. Région de Grenoble, d'ailleurs, que j'aime beaucoup. Mais je n'ai pas eu de pression d'aller à Paris. Beaucoup de gens de mon entreprise m'ont dit, et du conseil d'administration, que même Paris serait plus facile. Pour plein d'autres raisons. Et moi, je dis non, Paris, c'est la mauvaise île parce que c'est la compétition pour le talent que je ne pourrais pas gagner. Ce qui m'amène à Sofia et le talent à Sofia. À Sofia, il y a 3 manières de recruter. Donc, une première manière, des sociétés qui existent. Sur ce, je remercie Amadeus. J'ai recruté au moins 100 personnes d'Amadeus. Il y a des gens d'Amadeus. Ouais, un petit peu. Il me semble d'avoir reconnu. Voilà, et des très très bons individus. Donc, j'ai eu aucun problème de talent. Ensuite, on a travaillé avec le gouvernement à l'époque de Cédric O, où on a mis en place des visas rapides. C'était le ministre. Hein, ouais, c'était le ministre. Et donc, on pouvait obtenir des visas pour des gens qualifiés en 2 semaines. Donc, j'ai pu amener à Sofia, j'ai 14 nationalités en symphonie. Donc, ça m'a permis d'aller recruter partout en Europe, même aux États-Unis, au Brésil, etc. Voilà, en Chine. Ouais, aux États-Unis. 2 semaines, voilà. Donc, l'exemple. Ouais. Donc, ça, c'est le travail qu'on a fait avec Cédrico. Parce que lorsque Cédric est venu, il me dit quels sont tes problèmes? J'ai dit mon problème à moi, c'est que j'ai du problème à trouver tous les talents que je veux, les talents qui se trouvent partout, mais pour les importer ici, la procédure est très complexe. Il me dit ok, laisse-moi, je vais m'occuper de ça. Et il s'en est occupé. Donc j'ai pas eu. Enfin, ça c'est la deuxième manière de le faire. La troisième manière, c'est les écoles.
Donc ensuite, il y en a quand même 4000 étudiants ici, si je me rappelle bien. Et donc, on a établi un vrai programme de ce côté-là. Et donc, il y a Antoine, je ne sais pas s'il est toujours là, oui, Antoine Clerget, qui gérait donc, le centre ici à Sophia Antipolis. Maintenant, il m'a rejoint chez Hive. C'est lui qui a monté toutes ces toute cette structure. Et on a mis une machine de recrutement en place. C'était combien par semaine qu'on recrutait, Antoine? 200 personnes, 6 entretiens minimum par personne. Ouais. Donc ça faisait beaucoup. Et on recrutait 4% des candidats qu'on interviewait. Ouais. Donc on s'est dit, on va faire de ça un produit. Notre produit, c'est le recrutement. Et donc, on a fait quelque chose d'incroyable. Donc, Antoine a fait quelque chose d'incroyable. Moi, j'ai juste donné le budget. D'autres questions? Bonjour. Merci pour votre exposé. Merci. C'est vraiment génial. Hein, vous pouvez écrire un livre, c'est passionnant. On va l'écrire ensemble. Hein, parce que... Avec plaisir. Alors, une petite question terre à terre. Pourquoi la Bastide Rouge? C'est la proximité avec l'aéroport de Mandelieu ou je reviens à la passion. Non, en fait, je devais revenir à Cannes. Je me devais de revenir à Cannes. Je vous avais dit que lorsque je suis arrivé à Cannes, quand j'avais 14 ans, j'ai eu des moments très difficiles. Et la ville de Cannes, je veux dire, la ville en elle-même, elle n'a rien fait, mais la sérénité que m'a donnée Cannes m'a permis de vivre ces moments difficiles avec tête haute. Et Boulevard du Midi, vous connaissez? Oui. Ouais, vous connaissez. C'était l'endroit où je courais. Et c'était pour moi un des lieux géographiques avec l'Estérel devant moi et avec coucher de soleil. Enfin, c'était féerique. Et donc, lorsque j'ai rencontré David Lisnard, je ne me rappelle plus à quelle occasion, et il m'avait demandé justement quels étaient mes projets après Symphonie, et j'avais parlé de Hive. Et il m'a dit, tu sais, on a la Bastide Rouge, tu devrais venir voir. Donc, on est allé voir Bastide Rouge. Je me suis dit, ouais, ça va être notre ruche. C'est vraiment bien, la Bastide Rouge, c'est vrai. Il y a M. Aubert qui est là. Oui, en fait, vous êtes un grand sentimental. Je suis un sentimental, ouais. Je suis hyper sensible, malheureusement. Ah, il semble. Madame, on passe le microphone là, puis là. Okay. Bonjour, je suis représentant des médiathèques qui est très heureux de vous accueillir aujourd'hui. Je remercie aussi l'initiative de ces matinées Esprit Lafitte qui nous font découvrir à chaque fois des parcours incroyables. Ma question était, on a l'impression de votre parcours, vous êtes un peu un self-made man. Et je me demandais si, au cours de vos différentes expériences dans différents pays et différentes entreprises, il y a des gens, des collaborateurs proches qui ont suivi votre parcours, ou est-ce que vous avez composé à chaque fois dans vos nouvelles aventures avec de nouvelles équipes? La preuve qu'Antoine soit là et que j'essaie d'amener autant que je peux, autant que les individus veulent, dans les prochaines aventures. Je suis pas self-made au sens, peut-être les Américains pourraient le définir. C'est clair que je me suis beaucoup concentré sur mon développement personnel pour que je puisse surtout affronter mes propres problèmes et pas plus qu'autre chose. Mais j'ai toujours bénéficié, j'ai envie de dire, de 3 choses dans chaque circonstance. Première chose, c'est l'univers m'a donné un caractère, une personnalité, des défis qui m'ont formé et sans que moi je demande quoi que ce soit à qui que ce soit. Donc, et je remercie ça parce que sans ça, on ne serait pas là. Donc, deuxièmement, il y a des gens qui n'ont pas cru en moi et je les remercie fondamentalement plus que ceux qui l'ont cru en moi parce que c'est eux qui m'ont donné la motivation de me dépasser. C'est eux. Mon père était la personne qui croyait le moins en moi et ça a un effet énorme quand votre père ne croit pas en vous.
tout ce que vous avez fait, vous voulez lui montrer que vous méritez on va dire, sa reconnaissance. Et donc, il y avait beaucoup d'autres individus. Hein. Quand on a parlé de Hive à des investisseurs, la plupart des gens, ils ont dit c'est n'importe quoi, ça n'a jamais marché. Donc, c'est un aspect motivateur énorme. Donc, je remercie tous ces gens-là. Et troisièmement, j'ai été accompagné des gens formidables. Donc, je pense que ce qu'il faut, c'est vraiment savoir ce qu'on sait faire et ce qu'on ne sait pas faire, et amener des gens qui complètent ce que vous ne savez pas faire. Et sans en avoir ni peur, ni honte, etc. Et de reconnaître ça, donc du coup, ça motive encore plus ces individus-là. Et donc, du coup, j'utilise ce concept de leverage. Parce que du coup, je peux me démultiplier en N fois. Aujourd'hui, on n'a pas parlé, on a parlé de Hive, mais j'ai 3 autres sociétés que je gère en même temps. Pourquoi et comment je peux faire ça? Je ne peux pas faire ça seul, parce que j'ai ces individus-là qui me permettent de faire ça. Donc, et chaque fois, des individus m'ont accompagné d'une structure à une autre, dans la mesure, évidemment, de leurs contraintes personnelles. Voilà. Moi, je voulais quand même... Oui, mademoiselle, je voulais ajouter quelque chose. Étant donné que je suis journaliste depuis 30 ans, bien évidemment, je suis en contact avec beaucoup de gens. Je n'ai jamais vu quelqu'un répondre aussi rapidement que vous à un mail. Donc, je me demande si vous n'êtes pas sur mon ordi avant que je l'envoie même. Mais je ne sais pas comment vous faites. Vous êtes un homme important, vous avez plein de travail. Mais vous répondez... Comment vous faites pour répondre si rapidement aux mails? Vous avez une intelligence qui répond pour vous ou... Oui, j'ai inventé ça. C'est surprenant. Ouais. Pourquoi je fais ça? Mais comment faites-vous? Alors, non, mais je vous explique. Je suis d'abord... Qui c'est qui m'a dit que j'étais sensible? C'était vous qui m'avez dit? Oui. Voilà. Oui, sentimental. Voilà, donc je suis... Alors, sentimentalité, c'est quelque chose, mais je suis hypersensible de l'autre côté. Alors, cette hypersensibilité, ce n'est pas vis-à-vis de moi, c'est vis-à-vis des autres. Donc, si vous m'envoyez un email, quel est... Moi, dans ma tête, voici ce qui se passe. C'est que vous avez pris le temps de vous asseoir, de m'écrire un email et de me solliciter pour quelque chose. On doit être 3 millions à faire ça. Pour moi... Je me dois de vous répondre dans un délai rapide parce que sinon, pour moi, je vous insulterais par rapport à ce que vous avez investi en moi dans cet instant T donné. D'accord ? Même si vous me vendez quelque chose. Chapeau. Voilà. Donc, moi, alors, c'est un défaut qui s'avère être une qualité dans ces conditions-là, mais maintenant, vous allez voir comment je vis ça. Je vis ça de telle manière que je ne me couche jamais sans avoir répondu à tous les emails que j'ai reçus de la journée. Jamais. Il n'y aura pas une seule réponse sur au moins 12 canaux différents que je n'ai pas répondu. Que ce soit de LinkedIn, de WhatsApp, de WeChat. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui fait ça? Non. Voilà. Donc voilà, merci. Donc pourquoi je fais ça? Parce que... Par respect, donc. Par respect, d'abord. Et aussi... Mais je suis aussi un obsessive compulsif. Donc, si je me couche avec quelque chose que je n'ai pas fini, je ne peux pas dormir. J'ai mon cerveau qui n'arrête pas de travailler, qui est là, qui se dit... Vous vous couchez à 3 h du matin toutes les nuits, quoi. Non. Je suis très, très discipliné. Et je travaille très vite aussi. Donc, quand je suis quelqu'un, je travaille extrêmement vite. Oui, ça doit être ça. Ouais. Bravo, en tout cas. Mademoiselle. Merci, Janie, parce que la question arrive pile après la vôtre, au bon moment. Quand est-ce que vous nous rejoignez à la French Tech Côte d'Azur? French Tech Côte d'Azur. Je suis déjà dans French Tech Dubaï, French Tech Hong Kong. C'est trop près. C'est beaucoup trop près. Côte d'Azur, oui. Écoutez, je serais ravi de faire partie de French Tech Côte d'Azur. C'est pas du tout... j'ai jamais eu l'occasion d'en parler. C'est juste... l'opportunité n'était pas là. Voilà, maintenant, ça y est. David, oui. Vous avez interpellé la société dont j'étais le DRH et puis le site manager. Alors, je n'ai pas de questions, je voulais vous remercier. Parce qu'aujourd'hui, je suis revenu à Sofia sentimentalement grâce à Jenny, où nous nous sommes connus
lorsque nous avons fait un hommage à Pierre Lafitte, qui a été le fondateur de Sophia Antipolis. Et à cette époque-là, en 89, avec Pierre Lafitte, nous avons fêté les 20 ans de Sophia Antipolis, dont le thème était humanisme et modernité. Il y avait des tables rondes dans différentes entreprises. Chez DEC, nous avions l'honneur d'avoir Louis le Prince Ringuet, quand même membre de l'Institut. Il y avait, François Jacob, prix Nobel, et puis il y en avait d'autres, etc. Ce que je veux dire par là, c'est que, notamment en 89, avec Pierre Lafitte, nous avons créé le club des dirigeants, qui aujourd'hui s'appelle, je crois, le club d'entreprise. Ou Sophia Club Entreprise. Voilà, bon, donc ça date de février 89. Et ce qui nous animait, puisque c'était un club intuitu personnel, et non pas de société, mais de dirigeants, c'est un petit peu différent. Ce qui nous importait, c'était que Sophia Antipolis était à construire, non pas sur les routes, ça oui, bien sûr, mais à construire dans son esprit, dans sa culture. Et cette culture, c'était la culture de la convivialité, unité de temps, de lieu et d'action. Et nous avons optimisé ces trois composants de la tragédie grecque. Et aujourd'hui, on en a la démonstration. Unité de temps, de lieu et d'action. Et on partageait beaucoup de choses, et notamment avec Michel Lafon, qui était... Voilà. Alors, je suis très heureux que malgré tout, vous gardiez un très bon souvenir de la société. Et j'insiste sur la dimension du groupe. Hein, quand vous avez dit, bon, on veut bien t'embaucher, mais l'équipe n'est pas d'accord. C'était une des caractéristiques, effectivement, de notre société, car qui était en ligne avec la vision technologique de digital, qui n'était pas centralisée comme la société de Bonvoisin, mais qui, au contraire, Ken Olsen, le fondateur, tenait à ce que l'utilisateur soit le maître de son ordinateur. Bon. Et ça a transpiré dans nos façons d'être. Ce que je voulais vous remercier, effectivement, c'est que vous avez le sens de partager ce que vous avez vécu, décrit, et il y a plein de choses. La ruche, on tire notre miel. Mon grand espoir, alors, premièrement, serait que vous puissiez toujours nous alimenter par votre expérience. On vous réinvitera. Et le dernier est une invitation, à savoir que chaque premier mardi, le premier mardi de chaque mois, par contre, les anciens de Digital, dont Catherine et ça, eh bien, nous avons toujours un repas. 30 ans après. C'est formidable, ça, je viens. Alors, la grande différence, c'est que... Ouais, invitez-moi. C'est fait, c'est fait. La grande différence, c'est que avant, certains me vous voyez, maintenant on se tutoie tous. Donc on est bien dans le même, vous voyez, c'est une communauté. Et 30 ans après, pour un dirigeant, avoir cette démonstration veut dire qu'on n'a peut-être pas tout loupé. On ne sait peut-être pas l'expliquer, mais on n'a pas tout loupé. Certainement pas. Ça reste la meilleure expérience de ma vie, même si je n'ai pas pu continuer. Merci. On va maintenant laisser peut-être David aller prendre le café. Vous pouvez peut-être continuer, je ne sais pas si vous voulez un café, et de l'eau. Et merci, un grand merci. Merci à tous. David Gourmet. Merci.